La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir en novembre prochain le sommet Afrique-Union européenne. Hier, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et une délégation de l'UE ont eu une séance de travail. Ils ont parlé des préparatifs de ce sommet. La direction générale du Conseil du coton et de l'anacarde a sillonné les zones de production de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les régions du Gontougo, du Bunkani et le département d'Agny-Bilekro ont été visitées. L'objectif de la tournée, faire le point de la campagne et freiner les flux du cajou vers le Ghana voisin. Français, mathématiques, histoire, géo, des matières enseignées dans le système éducatif ivoirien. Mais au niveau de l'enseignement primaire et dans le secondaire, comment les manuels scolaires sont-ils choisis par le ministère de l'Éducation nationale? Réponse dans ce journal. En France, l'aéroport d'Orly a été entièrement évacué suite à des coups de feu ce samedi matin. Un Français âgé de 39 ans a dérobé une arme à un militaire avant d'être abattu par les forces de sécurité. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Dans la page culture, ce soir, nous allons découvrir ensemble les richesses de la gastronomie africaine avec notre invité, le franco-ivoirien Loïc Dablé. La cuisine, c'est sa passion, son rêve est d'ouvrir son restaurant gastronomique. Avant cela, il se donne à fond dans ce métier et l'année dernière, il a reçu le prix d'excellence du meilleur ivoirien de la diaspora. Chef Loïc Dablé entend révolutionner la cuisine africaine. Pour lui, les mets africains ont bien leur place sur les grandes tables des restaurants et des hôtels. La cuisine africaine à la conquête donc du monde, on en parlera dans quelques instants avec notre invité. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. Tout d'abord, voyons la rencontre entre le vice-président ivoirien et une délégation de l'Union européenne. La Côte d'Ivoire, je rappelle, se prépare à accueillir en novembre prochain le sommet Afrique-Union européenne. La délégation de l'UE est allée justement échanger sur l'organisation pratique de ce sommet avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le reportage de Viviane Aimé. À 9 mois de la tenue ici à Abidjan du sommet Afrique-Union européenne prévu pour les 29 et 30 novembre prochains, parties ivoiriennes et européennes se concertent sur l'organisation pratique de cet important événement qui va enregistrer la présence de nombreuses personnalités de haut rang. Ce vendredi 17 mars, le vice-président de la République a eu une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne composée de spécialistes en logistique. Prenaient part à cette réunion les ministres des Affaires étrangères Marcela Montano et de l'intégration africaine Ali Koulibaly. La délégation de l'Union européenne était conduite par l'ambassadeur Jean-François Valette qui, à l'issue de la réunion, s'est dit confiant quant à la capacité des autorités ivoiriennes à relever le défi de l'organisation. Nous avons beaucoup parlé des conditions d'organisation du sommet, des nombreux invités qui seront présents dans ces circonstances et de la manière surtout de faire de ce sommet un succès, bien sûr pour l'Afrique, pour l'Europe, pour notre partenariat, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Il y aura donc une partie bien sûr politique qui sera la plus importante, la plus visible, mais il y aura aussi d'autres parties concernant par exemple l'investissement des entreprises et en particulier l'investissement des entreprises européennes. On a évoqué tous ces sujets et également, comme je le disais, les conditions d'organisation pratique et matérielle. Nous sommes encouragés, en tout cas, par la volonté et la détermination des autorités ivoiriennes de tout faire pour que le sommet se passe de manière efficace et en même temps qu'il soit un grand succès. Et vous voyez aujourd'hui que nous avons dialogué à très haut niveau avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur autour de ce grand événement. Cette première rencontre sur l'organisation pratique du sommet sera assurément suivie par d'autres. Et loin d'ici, à la tribune de l'ONU à New York, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, a fait une adresse. Elle s'est prononcée sur la situation de la femme en Côte d'Ivoire, notamment sur les actions du gouvernement ivoirien pour son autonomisation. C'était lors de la 61e session de la Commission de la condition de la femme. Les temps forts de cette déclaration avec Michel Digré.
Les femmes constituent 48,3% de la population ivoirienne. Elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité et font vivre l'économie nationale. La ministre Mariatou Koné, à la tribune des Nations Unies, plante ainsi le décor de la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Elle a saisi cette opportunité pour présenter les actions réalisées par le pays afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Il s'agit entre autres de l'inscription de la parité dans la nouvelle constitution, de la création d'un fonds d'appui aux femmes et de l'école obligatoire pour tous. Le gouvernement de Côte d'Ivoire entend combattre toutes les barrières qui entravent l'autonomisation économique des femmes et éliminer toutes les formes de discrimination entre les sexes qui persistent aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Toutefois, d'autres actions sont envisagées par le gouvernement pour apporter des réponses concrètes aux problèmes des femmes. L'État de Côte d'Ivoire entend poursuivre la finalisation des réformes législatives, notamment l'opérationnalisation de la loi sur la parité, accroître les opportunités économiques des femmes, renforcer la participation des femmes et leur inclusion dans les processus décisionnels, réduire le taux d'analphabétisme des femmes à travers des approches plus innovantes. La 61e session de la Commission de la condition de la femme a pour thème « Autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution ». La Commission de la condition féminine est dédiée exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. La Croix-Rouge s'active pour sa 9e conférence panafricaine qui se tiendra en avril prochain en Côte d'Ivoire. Investir en Afrique, c'est le thème de cette conférence. Les problématiques de la migration, du réchauffement climatique et du sida seront évoquées au cours de cette rencontre qui réunira experts et acteurs de l'humanitaire venus du monde entier. Franck Wadio pour les explications. 150 ans d'action humanitaire dans le monde, mais un besoin de renforcer les interventions en Afrique. L'objectif de la prochaine conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 9 au 12 avril prochain. La conférence panafricaine d'Abidjan, qui intervient après celle d'Addis Abeba en Éthiopie, est un cadre d'action des politiques et stratégies amorcées à Addis Abeba. En un mot, de la réflexion d'Addis Abeba à l'action d'Abidjan. La conférence d'Addis Abeba il y a 4 ans dont le plan d'action sera adopté à Abidjan, d'où l'importance de l'événement. Ces activités mettent en exergue les questions de migration, de réchauffement climatique, de lutte contre le sida et de la résilience des communautés en matière de prise en charge. Le thème « Investir en Afrique » retenu pour la présente conférence répond à l'orientation de la forme et de la nature du système d'assistance. Dans un tel contexte, la réussite appelle inévitablement à la mobilisation et à l'adhésion de tous. Nous serons là aussi pour se demander quel est le futur de l'action humanitaire en regardant aujourd'hui les ressources extérieures qui sont mises à disposition. La mobilisation des acteurs sociaux, politiques et économiques a sollicité. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, et Bruno Dabagné-Koné de la communication, de la poste et de l'économie numérique, au nom du gouvernement ivoirien, apportent leur soutien et saluent l'initiative de l'application mobile de la Croix-Rouge présentée pour l'occasion. Notons que seront présents à Abidjan les représentants des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 54 États du continent. Et avant la rencontre de la Croix-Rouge, le chef d'état-major particulier du président de la République s'est déplacé à Yamoussoukro pour rencontrer les soldats du groupement 2. Il a supervisé la cérémonie de passation de commandement. Le général de brigade Vagondo Diomandé appelle tous les soldats à être des modèles. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Chef de bataillon Nanguloba, Joël Omer. Je vous remets le fanion du groupement 2 et vous assurerez la garde le temps de votre commandement. La garde du fanion du groupement 2 est confiée désormais au chef de bataillon Niangui Loba Joël. Par ce acte, le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara lui confie le commandement du groupement 2 de la garde républicaine, unité basée à Yamoussoukro dans la capitale politique. Le chef de bataillon Loba Niangui Joël a pris l'engagement de travailler dans l'union et la discipline. Présent à cette cérémonie de passation de commandement,
Le général de brigade Vakondo Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République, a salué l'esprit républicain et la sagesse qui a animé les soldats de cette unité lors des manifestations des militaires en janvier 2017. Il a par ailleurs invité le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara et ses hommes à être des modèles. La garde républicaine, la sécurité présidentielle dans son ensemble constitue le dernier rempart. Un rempart qui doit rester infranchissable. Il ne s'agit pas de le maintenir infranchissable sur le plan physique seulement. Il s'agit d'en faire le modèle de l'armée dont rêve le président Alassane Ouattara. Dans la continuité de ce que son Excellence le président Fourboyou, Père à son âme, nous a laissé. Et que malheureusement, par moments, nous avons écorné. Votre mission, c'est de refaire cette image. Et je sais que vous en avez les capacités. Avant le groupement 2, le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara, commandant la garde républicaine, a effectué la passation de commandement du groupement 1 de Treichville. La responsabilité de cette unité a été confiée au chef de bataillon Yeo Brahima. Le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara a profité pour rappeler la réforme en cours pour le bien-être des soldats. Déjà, il les invite au travail et au respect des institutions de la République. Dans le domaine agricole, la délégation du Conseil Coton Anacarde est en campagne pour accentuer la lutte contre le trafic de la noix de cajou. La délégation tournée dans les régions du Tchologo, la Bagoué et le Poro a activé la brigade mixte de lutte pour empêcher que cette noix de cajou puisse sortir illégalement de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Léon Brou. Fleuve Lalérabé, département de Ouangolodougou, en saison sèche, pas uniquement frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et ses voisins du nord, mais aussi boulevard de transit frauduleux de la noix de cajou ivoirien, notamment par les villages riverains de Kadarvogo et Nafungolo à la frontière ivoiro-burkinabé. Cette esplanade-là, qui est là, c'est un parking où vous avez les camions du Burkina qui stationnent là. Et vous avez ceux de la Côte d'Ivoire qui viennent là, ils font les échanges de camions. Je prends le cas de Ouangolo. Lors de la campagne 2014-2015, nous avons eu une production de 3300 tonnes et la campagne passée, 1700 tonnes. Donc vous voyez, la chute de production est due certes aux mauvaises conditions climatiques, à la sortie illicite des produits. À la frontière ivoiro-malienne, Toumoukoro et Gouéa constituent les portes de sortie de la noix de cajou. Nous sommes dans la région de la Bagoué, comme dans le Tchologo, une seule motivation de la fuite de ce produit, la concurrence des pays limitrophes. C'est la règle de l'offre et de la demande. La Côte d'Ivoire a beaucoup de produits. Les pays limitrophes ont mis des petites structures de transformation de première main. Et du coup, nous assistons à une fuite de nos produits vers ces pays-là. Sensibiliser autorités administratives, militaires et population à l'effet de constituer une brigade mixte de lutte contre la fuite du produit. Voilà qui explique cette tournée des acteurs de la filière anacarde dans le Tchologo et la Bagoué, ces régions qui ont enregistré la campagne 2016, une baisse respective de 4 000 et 10 000 tonnes sur leur production de noix de cajou. Chaque fois que les dosos vont saisir 1 kg qui part de la Côte d'Ivoire et en particulier du Nafungulu pour les pays étrangers, ils vont appeler les patrons et ils vont le mettre à la disposition de ces patrons. Membres de cette mission de sensibilisation, les délégations régionales du Poro, Tchologo et Bagoué du Conseil Coton Anacarde, représentant 20% des 700 000 tonnes, la production nationale de noix de cajou. La direction générale du Conseil du coton et de l'Anacad a également sillonné les zones de production de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les régions du Gontougo, du Boukani et le département d'Agni-Bilokro ont été visités. L'objectif de la tournée, faire le point de la campagne depuis son ouverture, échanger avec les acteurs et les autorités afin d'asseoir une stratégie commune pour le bon déroulement de la campagne, mais surtout freiner les fuites du cajou vers le Ghana voisin. Noël Nyagno. Le cajou, leur brun du nord, nord-est et nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Un mois après l'ouverture de la campagne, il se négocie ici à Bouna, presque au double du prix plancher. On paie à 440, mais on est parti jusqu'à 500, 600, 700, mais aujourd'hui on paie à 800. Le cajou a donc désormais de la valeur.
Vous voyez ce camion qui est en train d'être chargé. Vous voyez ces jeunes gens qui portent les sacs sur leur tête. Vous voyez les acheteurs. Vous voyez les producteurs et l'ensemble de toutes ces personnes sont en pleine activité grâce à la noix de cajou. Il faut surveiller sa commercialisation interne. Voilà les motivations de la mission de suivi de la présente campagne 2017 du 13 au 18 mars dans les régions productrices de l'Est de la Côte d'Ivoire. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde et ses collaborateurs ont passé 5 jours à expliquer les règles de la commercialisation interne du cajou, lever les équivoques, sensibiliser sur l'observation des bonnes règles en matière de transactions, écouter, échanger avec les acteurs de la filière et les autorités locales dans leur diversité. Au-delà de l'écoute et des échanges, il s'est agi aussi de les éclairer, surtout les mettre en garde contre le fléau du trafic de la noix de cajou, un fléau pénalisant pour la région. Nous sommes dans une phase de programmation des investissements de la transformation de l'anacarde. Et dans cette phase, la planification consiste à repérer les départements les plus producteurs et les régions à grande production d'anacarde et à y orienter les investisseurs potentiels. Si tant est que nous constatons sur plusieurs campagnes une baisse de la production dans une région, nous ne serons pas en mesure d'orienter des investisseurs vers cette région puisque c'est une région à déclin. À cela, associons les pertes de recettes pour l'État et le risque, la perte du leadership de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui premier exportateur mondial de cajou. Il faut donc lutter contre ce mal qui traverse toutes les régions des frontières, est et nord de la Côte d'Ivoire. Partout, des engagements ont été pris pour aider à endiguer le mal. C'est l'État, dans sa toute grande puissance, qui est mobilisé. Faire en sorte que les mauvaises graines, les brebis galeuses soient automatiquement sorties de celles de la filière. Les saisies des produits par les forces de sécurité, presque de façon quotidienne, comme ces 50 tonnes saisies à Bondoukou, font loi. Autre indicateur de la bonne tenue de la campagne 2017, le calme est revenu à Sieuffry, le foyer de la tension de 2016. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu des événements malheureux. Oui, précisément en mars 2016, il a occasionné trois morts, mais je pense que les plaies ont été pansées et la situation est au calme actuellement. Pour plus d'efficacité, un renforcement des effectifs est souhaité. On note l'insuffisance des forces de sécurité. Le département est vaste. Il y a la sous-préfecture d'Assieuffry, tout comme la sous-préfecture de Transuac, qui les deux sont à 12 km de la frontière. Et vraiment, sécuriser cette frontière n'est pas aisé. Donc nous souhaiterons vraiment un accroissement de l'effectif. Les producteurs ont salué l'initiative de cette campagne de suivi, mais ils veulent être davantage encadrés. Nous avons interpellé tout à l'heure la délégation régionale afin que d'une même voix, les producteurs puissent parler et s'adresser à tous ceux qui viennent vers nous pour acheter nos produits. Parce que nous estimons que nous ne sommes pas suffisamment armés pour discuter avec ceux-là. Une traduction adaptée de l'adage chinois, donner du poisson, c'est bien, mais apprendre à pêcher, c'est mieux. Reportage réalisé pour vous par Noël Gnagno. On en arrive à cet autre titre de cette édition. Français, mathématiques, histoire, géographique, autant de matières enseignées dans le système éducatif ivoirien. Au niveau de l'enseignement primaire et dans le secondaire, comment les manuels scolaires sont-ils choisis par le ministère de l'Éducation nationale? Pour le savoir, suivons ce reportage de Juliette Ouya. Je suis mère de famille, je constate qu'on change trop les livres scolaires, donc on doit revoir ça. Ça ne nous arrange pas, c'est dur pour nous. On est toujours obligé de payer vraiment, c'est dur, c'est difficile pour nous. Ce mécontentement apparaît fréquemment chez les parents d'élèves, mais il n'en est rien selon le ministère de l'Éducation nationale. Les manuels scolaires sont plutôt changés tous les 5 ans, cela relativement à l'évolution des méthodes pédagogiques. Nous n'avons pas changé les livres. Le programme a changé, mais on n'a fait qu'adapter les manuels de CP1, CP2 au programme en vigueur actuel. Donc c'est maintenant seulement que nous avons changé. Comment alors le ministère de l'Éducation nationale choisit-il les livres qui sont étudiés?
dans l'enseignement primaire et dans le secondaire. Une commission nationale composée du ministre de l'Éducation, de l'inspecteur général de l'Éducation nationale et du directeur de la pédagogie se réunit annuellement à partir du 15 mai pour faire le choix des ouvrages scolaires. Plusieurs critères sont à considérer. La Côte d'Ivoire a une politique éducative. Donc, si un document ne respecte pas le programme, déjà ce document est éliminé. Et vous avez aussi des critères tels que les stéréotypes. Vous allez remarquer que dans les anciens livres, les petites filles étaient amenées à laver les assiettes, les petites filles étaient à la cuisine. On montrait toujours des femmes à la cuisine. Et le petit garçon passait le temps à jouer au ballon, ainsi de suite. Et cela n'est pas bon, parce que ça amène dans l'esprit de la femme, ça nous amène à dire que la femme est faite pour le foyer. Vous ne verrez pas cela dans nos livres aujourd'hui. À noter également que parmi les manuels scolaires, on distingue le livre du maître ou du professeur, qui est souvent associé au livre de l'élève. Le document du maître et celui de l'élève vont ensemble, mais néanmoins, le maître a le livre de l'élève. Il faut que lui il laisse ça pour pouvoir faire ses fiches. Nous, en français, on utilise aussi les œuvres. Donc, par exemple, l'année dernière, c'était l'ordonnance de Soro Gefala. Mais cette année, nous avons choisi Jour d'angoisse de Joël Koné. Et c'est accompagné d'un facilitateur didactique. Mais l'enseignant doit-il impérativement recourir au manuel scolaire pour dispenser les cours? Pour que le cours soit bien mené, l'enseignant doit prendre des exemples dans le livre, il doit partir des illustrations. En Côte d'Ivoire, les écoles privées confessionnelles ou laïques ont souvent au programme des ouvrages différents de ceux utilisés par l'enseignement public. Cette année 2016-2017, en français, nous utilisons « Je lis et j'écris ». En mathématiques, le livre « Cristal ». Le public utilise les manuels « École et Nation » en français comme en mathématiques. Selon la convention qui lie l'enseignement catholique à l'État de Côte d'Ivoire, la possibilité est donnée à l'Église catholique, sinon à l'enseignement catholique, de faire un choix, de faire des choix de documents, de manuels qui peuvent leur convenir. L'État ivoirien, pour permettre la scolarisation de tous les enfants de l'enseignement public, du cours préparatoire au cours moyen, leur offre gratuitement et annuellement les manuels scolaires. Déjà, pour l'année académique 2015-2016, 3 606 972 livres ont été distribués aux cours préparatoires 1 et 2 sur tout le territoire national. Nous partons maintenant pour Divo. Le grand marché est parti en fumée dans la nuit du 16 au 17 mars dernier. C'est la troisième fois en 4 ans que ce marché est ravagé par les flammes et cette fois, le bilan est lourd. Une partie du marché a été totalement détruite par les flammes et il y a d'importants dégâts matériels. Les populations sont encore sous le choc. Le témoignage de Mamadou Kwasi. La fumée encore à certains endroits, des tôles et des murs calcinés. Voici ce qui reste du grand marché de la ville de Divo. Un tableau qui explique la puissance des flammes qui ont ravagé la partie centrale du marché et plusieurs magasins environnants. Bilan, pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels pour ces commerçants encore sous le choc. C'est aux environs de 21 h que les flammes sont emparées du grand marché de Divo et les efforts des populations ont permis de circonscrire ces flammes. Mais la cause de cet incendie reste encore méconnue des populations. Informé, le député de Divo Commune, le docteur Famoussa Koulibaly, s'est rendu sur les lieux pour apporter sa compassion. Docteur Famoussa Koulibaly a cherché à comprendre les circonstances de ce drame, le troisième en 4 ans. Il promet transmettre les préoccupations des sinistrés au gouvernement afin de bénéficier d'une assistance. Mais le député de Divo invite la population à la solidarité. Ces flammes ont pu être maîtrisées grâce à une intervention d'une unité de sapeurs-pompiers militaires. En santé, le bien-être des populations par l'amélioration des soins de qualité. C'est le combat que mène le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un projet donc est mis en œuvre. Il s'agit du plan national de développement sanitaire. On en sait plus avec Aurélia Droukoula et Franck Poidio. L'amélioration des soins de santé a longtemps été au cœur de toutes les préoccupations en Côte d'Ivoire. Pour faire face aux problèmes de santé des Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a mis en œuvre un plan national de développement sanitaire PNDS pour les 5 années à venir. Ce plan vise l'amélioration des soins et le bien-être des populations
Pour les acteurs de ce secteur, ce plan passe par l'élaboration d'un compact, c'est-à-dire l'engagement de l'État et des partenaires financiers pour la mise en œuvre du PNDS. On a des établissements sanitaires qui sont dans un état défectueux. Il va falloir les réhabiliter. Donc, avec nos partenaires, nous faisons le recensement de ces établissements sanitaires et nous programmons leur réhabilitation. Il y a des établissements sanitaires à construire. La répartition de ces établissements sanitaires n'est pas égale sur toute l'étendue du territoire. Alors que l'équité, c'est un principe d'équité, nous impose de pouvoir mettre à disposition les établissements sanitaires pour toute la population de manière équitable sur toute l'étendue du territoire. Cette rencontre a été l'occasion d'élaborer ce compact pour une mise en œuvre effective du PNDS. Au terme des réflexions, un document contenant l'élaboration du compact sera signé par tous les intervenants. Un engagement pour des soins de qualité en Côte d'Ivoire. À l'étranger, en France, l'aéroport d'Orly a été entièrement évacué suite à des coups de feu ce samedi matin. Un Français âgé de 39 ans a dérobé une arme à un militaire avant d'être abattu par les forces de sécurité. Il n'y a pas eu de blessés parmi les passagers. L'assaillant était connu des services de police et de renseignement selon le ministre français de l'Intérieur. L'incident terminé, le trafic a repris sur tous les terminaux sud et ouest. Et toujours en France, le verdict est tombé. Le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats à l'Élysée aujourd'hui. Ils seront 11 candidats donc à disputer le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril prochain. C'est ce matin donc que le Conseil constitutionnel a annoncé la validation de cette liste complète des parrainages. 3 candidatures de dernière heure ont été validées. C'est celle de Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade. La Côte d'Ivoire était présente au salon de la construction et du bâtiment dénommé Batimat. C'était au Caire, en Égypte. Les professionnels de ces secteurs se sont nourris et enrichis de l'expérience égyptienne. En retour, les investisseurs égyptiens ont été séduits par toutes les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire, d'ailleurs présente pour accueillir ce salon en Afrique de l'Ouest. Eugène Atoubi. Dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de France en Égypte, les professionnels de l'industrie du bâtiment se sont retrouvés hors exposition dans la soirée. L'atmosphère était plus détendue et plus conviviale, loin du temps consacré aux affaires et à la recherche de partenariats. Pour autant, l'ambassadeur de France a félicité ses convives égyptiens et ivoiriens pour leur mobilisation à la première édition du Batimat au Caire. Ce serait une bonne idée d'avoir à Abidjan, qui est une grande capitale africaine, un salon sur le modèle de celui qui est organisé au Caire et qui serait un petit peu le salon de référence dans le domaine de la construction et de l'habitat pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Si cette soirée sobre s'est révélée pour la délégation ivoirienne le prolongement du salon de l'industrie et du bâtiment, c'est en raison des enjeux que revêt Batimat Égypte. Car à l'évidence, la Côte d'Ivoire veut rattraper son retard en termes d'offres de logement à ses populations, et ce, par la prise en compte de toutes les exigences et la synergie d'action de l'ensemble des professionnels de l'industrie du bâtiment. Il y a le foncier, c'est vrai, il y a le financement, c'est vrai, mais il y a l'architecture et il y a les matériaux. Et tant que la Côte d'Ivoire n'aura pas à elle des matériaux qui soient adaptés à l'environnement climatique, culturel et économique des populations ivoiriennes, ça va être très difficile pour nous de mettre en place un petit habitat. Nous avons rencontré beaucoup d'entreprises égyptiennes qui s'intéressent à notre pays. On va retourner faire le compte rendu nécessaire. Beaucoup d'entreprises ivoiriennes auraient dû venir parce qu'il y a des opportunités d'affaires. La Côte d'Ivoire à Batimat, Égypte, s'est inspirée du savoir-faire extérieur et compte bien capitaliser cet acquis. En sport football, le Sporting Club de Gagnoa éliminé de la Coupe de la Confédération malgré sa victoire 1-0 face aux Marocains du Maghreb, association sportive. 2 buts auraient suffi aux hommes du fromager pour se qualifier après leur défaite 3-1 au match aller au Maroc. Donc l'aventure 2017 de la Coupe de la Confédération s'arrête à l'étape des 16e de finale pour le club ivoirien. Konaté Ngamblé. Le Sporting Club de Gagnoa est éliminé de la Coupe de la Confédération.
2 buts auraient suffi aux hommes du fromager pour se qualifier après leur défaite 3-1 au match aller au Maroc. L'unique but du Sporting est inscrit par Martin Kossivi à la 54e minute, insuffisant pour une qualification. Score final 1-0 pour Gagnoa qui quitte la compétition sur cette petite victoire. Bienvenue dans la page culture. Commençons par le Festival international de dessin de presse et de la bande dessinée Cocobule qui revient après 10 ans d'interruption. La 4e édition qui a ouvert ses portes au mercredi dernier a pris fin ce samedi à Grand Bassam. On en sait plus avec Issa Chonayeo. Cocobule, Festival international du dessin de presse et de la bande dessinée à Grand Bassam. Cette 4e édition qui arrive 10 ans après celle de 2007 est une occasion de mettre en valeur le talent des caricaturistes. Je suis en train de faire le portrait robot de cette belle petite demoiselle qui est en face de moi. Comme je l'ai dit, dessinateur de mon état, je le fais peut-être en 15 minutes. C'est ce qu'on appelle portrait robot. Le dessin de presse permet aux caricaturistes de critiquer les faits et méfaits de la société et de croquer l'actualité politique avec beaucoup d'humour. Les caricaturistes critiquent toujours. On critique ce qui ne va pas dans la société pour faire avancer les choses. Et la liberté de ton qu'ils adoptent, qu'ils emploient, c'est ce qui fait aussi la démocratie. Voilà, donc je pense que les dessinateurs contribuent à leur modeste manière à faire avancer la démocratie. C'est un art qui s'apparente au conte, qui dans nos villages et dans la culture africaine est un moyen d'éducation et de promotion des valeurs de solidarité, d'amour et de paix. Ce festival est une lucarne qui donne l'occasion aux éditeurs d'encourager les auteurs d'œuvres. Cet événement nous donne l'opportunité également de présenter la version électronique de notre journal Fraternité Matin. Et donc on a par abonnement. Nous sommes là pour présenter nos ouvrages, spécialement les bandes dessinées, ce que nous avons pour nos auteurs locaux, puisque c'est la bande dessinée qui a l'honneur à Cocobule. Le festival a déposé ses valises ce mois de mars 2017 à Grand Bassam pour rendre hommage aux victimes des attentats de la ville balnéaire en 2016. Les caricaturistes de la présente édition mettent leur plume au service de la paix. On en arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir, monsieur Loïc Dablé. Bonsoir. Je dirais plutôt chef Loïc Dablé. C'est ce qui convient, non? On peut dire ça. D'accord. Alors, vous êtes un passionné de cuisine. En 2 mots, dites-nous comment les choses ont commencé. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'étais attiré par ce métier-là. J'avais envie de le pratiquer. Donc, j'ai demandé à la fin de ma 3e à être orienté en cuisine. Donc, j'ai fait l'école de Paris des métiers de la table. J'ai travaillé dans des restaurants étoilés. Et puis ensuite, j'ai évolué dans différents restaurants. Et je me suis ensuite... je suis revenu à la cuisine africaine par vocation. Vous avez appris la cuisine africaine à l'école? Pendant votre formation, c'est sur le tas? J'ai appris la cuisine française initialement et ensuite j'ai dû apprendre, et j'apprends toujours parce qu'on n'arrête pas d'apprendre, j'apprends toujours cette cuisine africaine. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a amené à aimer cette cuisine africaine? En fait, je suis né en France, mes parents sont arrivés en France dans les années 80 et donc je suis passionné de cuisine. La cuisine, c'est un métier de passion qu'on fait vraiment avec le cœur et c'est un métier que j'ai dû aborder de la manière la plus brutale possible. C'est-à-dire... De la manière la plus brutale? Brutale, dans le sens où, en fait, je suis et français et ivoirien et je ne pouvais pas faire une cuisine uniquement française, ce n'était pas cohérent. De la même manière que faire une cuisine totalement ivoirienne, je n'ai pas les armes pour le faire, une cuisine africaine non plus. Donc, en fait, j'ai cette base de cuisine française. Par contre, mon devoir, c'est aujourd'hui de me réapproprier cette cuisine africaine et la retranscrire pour la présenter au plus grand nombre. Et justement, vous êtes en train de réaliser votre rêve. Vous êtes aujourd'hui un chef en cuisine, mais votre plus grand désir est d'imposer, comme vous l'avez dit, dans les assiettes des grands hôtels, des restaurants du monde, les mets africains. C'est une tâche assez difficile, puisque chaque pays a sa culture, sa gastronomie. On a une cuisine qui est... Je pense qu'on a
on a une vision totalement panafricaniste de cette cuisine-là. On ne se met absolument pas de barrière. C'est pas parce que je suis ivoirien que je dois faire que de la cuisine ivoirienne. On va chercher dans les entrailles de la cuisine guinéenne, béninoise, du Mozambique, peu importe. Et ensuite, l'idée, c'est de la prendre et de la présenter vraiment au monde entier. Avec aucun complexe, rien du tout, vraiment la présenter et montrer qu'on est capable de faire des choses excellentes avec notre cuisine. C'est notre patrimoine qu'on doit valoriser. Parce que vous pensez que la cuisine africaine est exportable? Elle est totalement exportable. Aujourd'hui, c'est la cuisine qui va émerger aujourd'hui parce qu'on les connaît toutes, la cuisine française, italienne, asiatique et autres. Et cette cuisine africaine aujourd'hui, nous, en fait, on doit la prendre parce que c'est notre patrimoine culturel. On doit la prendre, on doit travailler dessus pour la présenter justement dans des hôtels, dans des restaurants, dans des forums, peu importe les circuits, mais en fait, on doit mettre ça sur notre dos et on doit la présenter parce que c'est important. Exporter le djumblé. Le djumblé à Koué, on doit exporter qu'est-ce qu'on a encore? Le kejenou, la sauce, le koulé, tous ces genres de choses, le akpi. Ça, c'est quelque chose que justement on doit présenter, on doit le travailler. Tous ces éléments-là font partie de notre culture. La tchéké, par exemple, c'est un produit noble que nous, en fait, on doit travailler. On doit travailler tous ces produits-là sans aucune honte. Parce que... Quand vous parlez de travailler, c'est-à-dire il y a une manière de cuisiner? Une manière de les travailler. La tchéké, on peut le fumer, on peut en faire plein de choses. On peut travailler, je ne sais pas, la feuille de patate, on peut la travailler. On peut en faire des sushis, on peut en faire une émulsion. On peut faire toutes ces choses-là avec nos produits, mais... c'est important de nous-mêmes nous réapproprier nos choses. Notre histoire doit être écrite par nous-mêmes. On doit prendre nos choses, les mettre sur nos dos et avancer avec. D'accord. Alors, on a l'impression qu'en Afrique, les plus belles tables proposent de la cuisine occidentale aux clients. La plupart du temps, c'est ce qui est, quand on va dans les grands hôtels, dans les grands restaurants de la place, ce sont la plupart du temps les mets occidentaux. Qu'en pensez-vous? Je vais mettre les pieds dans le plat. C'est un peu comme si vous allez... à Paris, vous allez dans le restaurant de la Tour Eiffel, le Jules Verne, et vous allez manger là-bas de la cuisine mexicaine. Pour moi, c'est quelque chose de totalement incohérent. L'idée aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, en 2017, on doit vendre dans ces espaces-là, que ce soit des hôtels. Il y a quand même des mets africains. Vous avez sillonné des restaurants ici, mais je veux dire, généralement, ce sont des mets occidentaux. Sinon, il y a des mets africains. Il y en a quelques-uns. Ils sont toujours proposés d'une manière un petit peu timide. Ah bon, quand on dit timide, c'est-à-dire? Timide dans le sens où le patrimoine culinaire ivoirien est riche. On a des sauces, des bouillons, tout ce genre de choses-là, des grillades et autres. Et ce qu'on retrouve principalement, c'est toujours les mêmes mets. Et en fait, on doit gratter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mangeait il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans, et retranscrire ça aujourd'hui pour présenter notre patrimoine dans son entièreté. Pas juste une partie, mais toute l'entièreté de ce patrimoine culturel-là. On va regarder cet élément et poursuivre notre entretien. C'est notre consoeur Sita Soro. Elle a interrogé des consommateurs, des restaurateurs qui se prononcent justement sur cette cuisine africaine. Ici, en plus dans la cuisine abidji, le sikonsi. On a un plat typiquement abidji ici, on appelle ça le kiaïra. C'est à base d'escargot, mais c'est fait différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. On prend la bave d'escargot et c'est avec ça qu'on fait la sauce, mélangée à du gombo sec. Et on a aussi le kiri. Les gens connaissent partout comme le kejenou, mais chez nous on appelle ça le kiri. Ailleurs, le kejenou est fait avec assez d'eau, mais ici il n'y a pas d'eau, c'est carrément la pâte avec du piment et de la tomate africaine. C'est fait à feu doux et à l'étouffée. Parce que c'est fait différemment des autres coins, donc c'est une découverte pour les personnes qui viennent ici. Donc ils adorent vraiment acheter ces deux recettes. J'ai choisi les aïras d'escargot parce que ça vient de chez moi. C'est un plat qui est beaucoup épicé et qui est fait 100% d'escargot. S'il arrivait que je quittais le pays pour aller peut-être en Europe, je mangerais tous les plats africains. Alors, vous vivez en France, dites-nous, quand vous sillonnez les restaurants, les hôtels de là-bas, les plats africains, surtout ivoiriens, est-ce qu'on en trouve? On en trouve quelques-uns, il y a quelques propositions qui sont faites de manière très correcte. Ça existe, ça existe. Alors, vous avez reçu l'année dernière le prix du meilleur ivoirien de la diaspora et la qualité de votre travail a donc été reconnue. Dites-nous, comment est-ce qu'aujourd'hui, notre gombo, notre pépé, soupe, peuvent être proposés aux clients d'hôtels sans être dénaturés, puisque vous parlez de révolution, d'innovation? Pour ça, je pense qu'il faut revenir au final à la jeunesse de ça, c'est-à-dire pour les présenter, il faut qu'on ait une jeunesse formée.
Il faut qu'on ait une jeunesse formée, il faut que en fait, nos jeunes, nos enfants, les gens qui travaillent dans tous ces espaces-là, que ce soit des hôtels, des restaurants, puissent être capables de transformer ces produits-là. Donc pour ça, il faut qu'ils soient eux-mêmes formés de la manière des manières et que dans le processus de formation, qu'ils aient accès à ces modules-là, c'est-à-dire à des modules de la formation. Exactement. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, quand vous regardez notre cuisine, a-t-elle évolué ou pas? Notre cuisine, je pense qu'elle elle n'a pas forcément évolué. Et qu'est-ce qu'il faut? Proposition rapidement pour terminer. Il faut qu'on travaille dessus. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Vous qui êtes dans le domaine expert de la question, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Concrètement, vous parlez de formation. C'est mettre l'accent sur la formation, ouvrir des formations aux jeunes. On a une vraie problématique de chômage ici et on a des hôtels qui poussent dans toute la Côte d'Ivoire. Mais quel genre de personnel on va mettre dans ces hôtels-là s'ils ne sont pas formés correctement? Donc, il faut mettre l'accent sur la formation. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment ouvrir des centres de formation, travailler avec des personnes et ouvrir des centres de formation avec des formations concrètes. C'est-à-dire que les jeunes qui sortent de là sont totalement formés et prêts en fait à travailler. On va terminer notre entretien et on va changer de rôle, si vous permettez. Vous êtes le chef cuisinier, moi je suis votre cliente. Que me proposez-vous comme menu dans votre restaurant? Rapidement. En entrée, on va faire un cocktail d'abord déjà avec du koutoukou. Du koutoukou? Oui, un cocktail koutoukou parce que c'est un alcool qu'on peut valoriser. Ensuite, on va faire un chromeski avec la banane plantain. La banane plantain qu'on va travailler avec une technique occidentale. Juste après, on va se faire fumer de la tiéké et le travailler avec un pépé soupe. Et en dessert? Et en dessert, on va travailler le chocolat de Côte d'Ivoire qui est excellent et qu'on doit mettre en avant. Merci en tout cas pour cette proposition de mets que je m'attellerai à déguster après ce journal, donc avec l'équipe de réalisation conduite par R. Baker ainsi que toute l'équipe technique, sans oublier donc tous ceux qui m'ont aidé à présenter ce journal. Vous l'avez compris, cette édition est terminée, elle a été supervisée par Hervé Blé. Merci de votre aimable attention. Surtout, n'oublions pas de promouvoir la gastronomie africaine. À demain 20h.